Bonjour Bruno Messonnier. Vous avez été le pionnier français dans le domaine de la robotique avec la création d'Aldebaran Robotics, qui a été racheté ensuite en 2015 par SoftBank. Vous dirigez aujourd'hui la start-up d'intelligence artificielle Another Brain. Vous faites partie des rares entrepreneurs à avoir la double expérience robotique et intelligence artificielle. Donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette double expérience. Et donc, la première question est la suivante. On entend beaucoup de choses complètement souvent opposées sur l'intelligence artificielle et la robotique. Alors, comment y voir plus clair? C'est des sujets qui sont passionnants, c'est des sujets qui sont à la fois à la mode, à la fois ils arrivent maintenant quand les technos permettent de faire avancer, mais c'est des sujets qui soulèvent beaucoup de fantasmes et beaucoup de questions. Donc c'est vachement important de se plonger dedans et j'ai une certaine légitimité parce que après les robots Nao et Pepper de Aldebaran avec les équipes et puis maintenant Another Brain qui est sur l'IA, je me suis trouvé confronté à ces sujets, je me suis confronté à ces sujets et quand je dis confronté, c'est pas pour dire que j'ai un point de vue qui est meilleur que les autres, hein. Mon point de vue à moi et il est valable aussi bien que celui de n'importe qui, mais j'ai eu l'occasion de passer des heures à réfléchir sur chacun de ces sujets. Voilà, donc c'est ça que ça me donne cette légitimité. Et vous avez été le premier en plus. Voilà. À exister d'une certaine façon. Ouais. Et je pense qu'il y a une question qui est essentielle quand on parle de robotique aujourd'hui ou quand on parle d'IA, qui est une question de l'horizon de temps. J'entends des tas de gens parler de robotique en disant mais en fait les robots c'est rien du tout, il y a aucun intérêt, ils font rien. J'entends des tas de gens parler de l'IA en disant mais en fait l'intelligence artificielle, il y a zéro intelligence, c'est pas intelligent, ce qui est vrai. Et aujourd'hui il y a zéro intelligence. J'entends des gens, même des chercheurs de la Sorbonne, des professeurs se moquer d'Elon Musk, ce qu'il veut faire en mettant des puces dans les cochons, etc. Mais en fait, la question, c'est pas celle-là. C'est soit on regarde les choses telles qu'elles sont pile poil aujourd'hui, et effectivement, on n'en est pas encore au niveau des promesses ou des fantasmes ou des rêves qu'on peut en avoir, soit on regarde où nous mène le chemin sur lequel l'humanité est en train d'avancer, qu'on a déjà choisi d'emprunter. Et moi, je trouve que ça, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, il faut avoir les deux en perspective, hein. Mais ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça mène loin ce chemin. Aujourd'hui, par exemple, on fait des IA sur la partie intelligence artificielle, on fait des IA qui calculent. Donc, c'est de la catégorisation, c'est des statistiques, c'est des maths, etc. On fait des IA qui calculent. Et dont on peut dire objectivement qu'elles ont zéro intelligence. Est-ce qu'une IA est aussi intelligente qu'une souris ou qu'une fourmi? Mais je pense que non. Je pense qu'il n'y a pas plus d'intelligence que dans ce genre d'animaux. Encore, les souris sont beaucoup plus intelligentes que les IA actuelles. C'est pas pour ça que les IA font pas des tas de choses hyper intéressantes, hyper performantes, hyper puissantes, hein. Faut bien faire la part des choses entre c'est un outil vraiment efficace et puis c'est de l'intelligence. Mais il y a zéro intelligence dedans aujourd'hui. Mais c'est pas parce qu'il y a zéro intelligence aujourd'hui qu'il y aura indéfiniment zéro intelligence. Et donc la question c'est comprendre différentes façons de faire de l'intelligence artificielle, comprendre suffisamment comment marchent les cerveaux de la nature. Moi, je dis pas le cerveau humain parce que voilà, il est un parmi les autres, mais pas plus. Et s'en inspirer pour faire avancer quelque chose qui soit une véritable intelligence. Et c'est quoi la différence entre une véritable intelligence et les intelligences et les IA actuelles, le deep learning, etc. En fait, c'est la réaction face à une situation qui est imprévue ou qui n'a pas été prédéfinie. Ce que font aujourd'hui les intelligences artificielles, les IA, c'est utiliser des quantités colossales de données pour en tirer des leçons. Dans toutes les données qu'on m'a données, je vois qu'il y a telle et telle catégorie de choses. Alors, on peut les indiquer, elles peuvent les trouver plus ou moins seules, il faut qu'on les indique, etc. Enfin, il y a différentes façons, mais je vois plus ou moins ces catégories de choses. Par exemple, dans la quantité de radios pulmonaires qu'on me donne ici, on m'a dit qu'il y en a qui avaient pas de tumeurs, d'autres des tumeurs bénignes, des tumeurs malignes, des cancers de différents types, des métastases, etc. Voilà. On fait la liste exhaustive de tout ce qu'on peut trouver dedans. Et après, il y a des outils dans l'IA qui vont être capables de mettre des catégories à partir de ça, de tirer des leçons à partir de ça, qui fait que quand on va lui donner une nouvelle radio dans le futur, elle va être capable de dire ah bah ça ressemble à cette situation, donc voilà ce qui se passe dans cette radio. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qui marchent bien, qui sont hyper efficaces. C'est pas de l'IA, c'est du traitement statistique, c'est de la catégorisation. C'est vachement bien. Mais c'est vachement bien quand on veut que nos IA
agissent dans un environnement fermé, dans un environnement connu. Et il y en a des tas qui sont comme ça, donc c'est vraiment, je minimise pas l'intérêt et l'importance de ces IA, deep learning et tout. Par contre, si on veut réagir dans des situations imprévues, dans un milieu ouvert, alors moi j'y ai été confronté à travers la robotique compagnon. Quand vous avez un robot compagnon qui se balade dans la chambre d'un enfant, il y a des jouets, il y a des Legos, il y a des chaussettes, il y a des trucs, voilà, c'est le bordel. Et pourtant, il faut quand même qu'il arrive à réagir, à interagir. Ou quand on met un robot dans un magasin qui est là pour réagir avec des gens, bien sûr, on peut imaginer en face de lui, il y a une personne qui fait coucou le robot, donc le robot, faut qu'il réagisse à ça. Sauf que dans la vraie vie, il y a 15 personnes en face qui font toutes des gestes dans tous les sens, qui parlent en même temps, et le robot, il est incapable de comprendre ce qui se passe. Ou pour transposer dans un autre domaine qu'on connaît tous, les voitures autonomes. Jusqu'à il y a 3-4 ans, on nous bassinait avec les voitures autonomes en disant c'est pour tout de suite, c'est pour bientôt, ça arrive. Et maintenant, on a pris conscience que le nombre de situations auxquelles une bagnole va être confrontée dans sa vie est infini. C'est un sujet ouvert. C'est-à-dire, c'est pas possible de faire la liste de toutes les situations dans lesquelles une voiture se trouvera et de dire, voilà, dans telle situation, voilà comment tu réagis. C'est pas possible. Donc, pour avoir des voitures réellement autonomes, il faut être capable d'avoir une intelligence réelle au sens où, face à une situation qu'elle a jamais vue, elle est quand même capable de comprendre les éléments essentiels et de savoir comment réagir. Voilà. Et ça c'est la part des choses et c'est la différence entre des gens comme Luc Julia, que j'adore, que je trouve un mec brillantissime, qui maintenant a rejoint Renault, qui explique qu'en fait, on fera jamais des voitures vraiment autonomes. Il dit c'est impossible. Et en fait, pour moi, c'est une question d'horizon de temps. C'est impossible aujourd'hui, c'est impossible avec les IA qu'on connaît aujourd'hui. Mais alors moi, je travaille dans notre entreprise sur une IA différente et qui fait ça, qui va faire ça, et qui a déjà des résultats. Donc, on est en train de le faire. Mais il y a d'autres IA qui sont capables de fonctionner comme ça. Et moyennant quoi, ce jour-là, on sera capable de faire des voitures autonomes. Mais c'est vrai dans le domaine de la défense, parce que votre fantassin, il va se retrouver face à des situations qui sont toutes différentes. Alors, elles sont toutes, entre guillemets, pareilles et du même type. N'empêche qu'elles sont toutes tellement différentes qu'en fait, c'est pas possible d'avoir une assistance efficace, réelle, opérationnelle, avec un système d'IA actuel. Voilà, donc ça, c'est une question d'horizon de temps et c'est vachement important. Mais c'est vrai de la même façon, attends, je voulais intervenir, parce que j'allais dire, c'est vrai de la même façon pour la robotique, et je voulais parler un peu de robotique, mais vas-y. Non, mais sur l'exemple de Julia, qui fait un peu la polémique en ce moment en disant que la voiture autonome, c'est pas pour maintenant, ça n'existera jamais, on est bien aligné là-dessus. C'est vrai que ça dépend du niveau d'autonomie. Le L5, et si on regarde ce qui se passe en Chine en ce moment, la voiture autonome, il la recontextualise avec des voitures qui sont sur des autoroutes où il n'y aura que des voitures autonomes. Donc, du coup, on enlève la complexité d'interaction avec des voitures qui seraient Bien pas sûr, autonomes. mais ça, c'est un peu un autre sujet. Ce que tu dis, c'est Voilà. tant qu'on n'est pas capable d'avoir une voiture vraiment autonome, on a quand même envie de bénéficier de ce que l'IA peut apporter à la conduite, et donc on crée des situations dans lesquelles, voilà, donc ça c'est super, et ça va se faire de plus en plus. Néanmoins, Exactement. moi je suis convaincu qu'on va faire un jour une véritable intelligence, et que cette véritable intelligence, elle permettra de faire des voitures réellement autonomes. Alors pour moi, c'est pas du tout hors de portée. Et pour moi aussi. On est Même exactement sur la même. sur le pourquoi, mais voilà. Voilà. D'ailleurs, c'est un truc qui me gonfle au plus haut point, cette espèce d'antienne qui court comme quoi le cerveau humain est la machine la plus complexe de l'univers. Là, on en voit des gens qui disent ça de temps en temps, mais ça m'insupporte. Cet égocentrisme et cette prétention humaine qui consiste à, voilà. D'abord, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas des extraterrestres qui auraient des cerveaux infiniment plus puissants et complexes que nous, mais même la nature, contrairement à ce qu'on croit, elle fait pas des choses très complexes. La nature, elle fait des choses simples et efficaces, mais simples. Et le génie de la nature, c'est l'optimisation. Et ce que fait la nature, c'est de faire la même chose en parallèle des milliers, des milliards de fois. Voilà. Et moyennant quoi, il y a des phénomènes émergents qui en sortent. C'est-à-dire, quand on prend des termites, qui sont des animaux, enfin, j'adore ces modèles de termites, mais quand on prend des termites, des fourmis ou des abeilles, qui individuellement sont des animaux vachement frustes, primitifs, qui n'ont pas bougé depuis 100 millions d'années, n'empêche qu'on les met ensemble et ça nous fait des termitières qui sont air conditionné, circulation de l'air, vitesse contrôlée, humidité contrôlée. Enfin, c'est un truc d'architecte ou d'ingénieur, quoi. Mais avec des bestioles qui ont zéro réelle intelligence. Et la différence, c'est ces agents qui chacun font tous la même chose en parallèle, des dizaines de milliers d'agents. La nature, ça, elle sait très très bien faire. Pour moi, le cerveau, il fonctionne comme ça. Et donc, on va réussir à comprendre un jour la simplicité de fonctionnement du cerveau.
Et j'insiste, il faut vraiment faire la différence entre la simplicité des règles de fonctionnement de quelque chose et la complexité de la combinatoire. Bien sûr, si j'essaye de modéliser le fonctionnement de, je sais pas quoi, moi, d'une bassine d'eau que je secoue dans tous les sens, etc., ça va être compliqué, il y aura des vaguelettes dans tous les sens. N'empêche que tous les phénomènes sont simples et sont explicables et sont compréhensibles. Donc voilà, il y a une différence entre un assemblage de phénomènes complexes, enfin de phénomènes simples qui devient complexe par l'assemblage des phénomènes simples. Et pour moi, l'intelligence est un phénomène qui est simple, qui n'est pas compliqué. Il faut trouver les bonnes choses, qui sont d'ailleurs publiées un peu partout. Donc, il y a déjà pas mal de matière pour ça. Voilà. Donc, nous, c'est un peu ça qu'on fait. Et je suis convaincu que dans pas très longtemps, on en aura suffisamment avancé pour faire des… Alors, ça sera des chips qui seront petits au début, donc pas très puissants, mais ça sera de l'intelligence réelle. Ça réagira face à des situations nouvelles, différentes de ce qui a été présenté jusqu'à présent. Et en fait, on a le même sujet sur la robotique, avec une complexité en plus qui est le fait qu'on vive dans un monde très numérique. C'est qu'aujourd'hui, pour tout le monde, le problème de la robotique, c'est l'intelligence, c'est l'IA. Alors que le problème numéro un réel de la robotique, c'est qu'un robot, c'est un truc qui agit dans le monde réel. Et le monde réel, il est complexe. Et non, c'est pas vrai qu'on sait faire des moteurs qui font tout ce qu'on veut, qui consomment pas d'énergie, qui ont la puissance, la réactivité, la dynamique, la souplesse, etc. Non, c'est pas vrai. Il y a un véritable challenge, il y a un véritable sujet dans le fait de fabriquer des robots. Enfin, tout à l'heure, on parlait de Boston Dynamics. Marc Hebert est un pote, on s'est rencontrés plusieurs fois, on se connaît. Et on avait choisi deux voies très différentes, Boston Dynamics et Aldébaran. Boston Dynamics, ce qui l'intéressait, c'est la dynamique, la stabilité, la marche, etc. Et il n'en avait rien à foutre si son robot coûtait 10 millions de dollars. Peu importe, c'est l'armée américaine qui payait. Nous, on était dans une autre logique. Nous, on cherchait à faire un robot qui avait aussi de la dynamique, etc., mais un robot qui soit achetable par un particulier. Donc, il fallait qu'il coûte 1000, 2000 euros à être fabriqué. Donc, nous, notre contrainte, c'était, tout en faisant quelque chose qui soit un produit qui coûte 1000 à 2000 euros à fabriquer, de lui donner de la dynamique, de la souplesse, etc. Et donc, c'est deux approches qui étaient très complémentaires, très différentes. C'est aussi pour ça qu'on se parlait et qu'on échangeait des choses. Voilà, je trouve que c'est un sujet important. Mais la partie physique, matérielle, concrète des robots, c'est un challenge. Et c'est ça le vrai challenge. Mais pour autant, on en a vraiment besoin. Enfin, on pourra en parler un petit peu plus. Oui, alors justement pour rebondir sur le lien IA et robot, la deuxième question, hein, donc ce lien entre l'intelligence artificielle et les robots et derrière la semi-autonomie ou l'autonomie avec les différents niveaux qui peuvent se situer dans ces concepts d'autonomie, est-ce que c'est une tendance ou est-ce que c'est un vrai besoin derrière? Ah oui, c'est une très très bonne question parce que je me souviens, enfin j'ai suffisamment de bouteilles, mais toi aussi, on se souvient de Second Life. Second Life, une espèce de vie virtuelle, etc., un monde dans lequel ça se passait, je sais pas, c'était il y a 10, 15 ans, je sais plus exactement il y a combien de temps, c'était le truc dans lequel il faut aller, c'était le truc à la mode, c'était voilà. Puis ça a complètement disparu. Et en fait, dans le domaine techno, il y a aussi des modes, il y a aussi des sujets qui sont, c'est le sujet hype du moment, quoi. C'est un sujet pour les geeks et les passionnés de technologie, mais c'est pas pour autant des tendances de fond. Je pense que c'est pas du tout le cas ni de l'IA ni de la robotique. Et je vais essayer d'illustrer ça par des exemples. Je pense que ce sont vraiment des tendances de fond. Alors, à la fois parce qu'on a des vrais besoins très concrets de ça, et puis à la fois il y a une dimension beaucoup plus globale. La dimension beaucoup plus globale sur l'intelligence artificielle ou même de la robotique, pour moi, je la mets un peu au niveau de la sédimentation des savoirs et des comportements. C'est-à-dire, il y a 7 ou 8 siècles, il y a Gutenberg qui a inventé, enfin en Europe, en Occident, qui a inventé l'imprimerie, et grâce à lui, le savoir a pu être accumulé dans les livres et diffusé largement. Et donc, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à avoir accès à des choses. C'est arrivé avec les PC plus tard, c'est arrivé avec Internet, mais c'est la même logique. C'est la sédimentation, l'accumulation du savoir, la mise à disposition de tout le monde. Et donc, ça a permis à tout le monde de grandir un grand coup. Je pense qu'on est encore dans ce genre de domaine. Et par exemple, avec la robotique, on va avoir la même chose avec la gestuelle. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore été capable de sédimenter, d'accumuler, de mémoriser l'expérience de la gestuelle, de la finesse de la gestuelle, des gestes parfaits, parce que les robots ne permettent pas encore de le faire.
Et au niveau de l'intelligence artificielle, il y a la même chose, c'est-à-dire qu'on transmet la connaissance, on est capable de diffuser largement la connaissance, c'est pas très facile de diffuser l'intelligence. Voilà. Et donc pour moi, le sujet global, c'est ça, c'est les étapes d'après, ça va être l'accumulation et la sédimentation du savoir humain dans les gestes parfaits et dans l'intelligence. Alors dans les gestes parfaits, ça va se retrouver avec des robots chirurgicaux, par exemple. Il y aura plein d'autres domaines. On sait déjà aujourd'hui, ça y est, c'est déjà le cas, les opérations des prostates pour les mecs, ben, ça se fait de plus en plus à travers des robots. Et grâce au fait que les robots le font, ben, c'est mieux fait et il y a moins de conséquences, d'incontinence, de ci, de ça. Enfin, il y a moins d'effets secondaires. Donc réellement, c'est ce qu'on veut quand on est concerné. Euh, Bien sûr. et ça marche. Et pourquoi c'est comme ça? Eh bien, parce qu'on a accumulé l'expérience de chacun des chirurgiens, comment tu faisais pour ci, pour ça et tout. Et petit à petit, on a accumulé ça dans les robots et on pourra indéfiniment continuer à améliorer ça. Tant qu'on est capable de trouver quelqu'un qui a une idée nouvelle, qui fait différemment, ben on pourra le mettre dans le robot. Et petit à petit, il sera de meilleur en meilleur. Et donc, le geste parfait, dans la partie chirurgicale, c'est quelque chose qui sera vachement important et dont on a besoin. On est demandeur. C'est vrai dans d'autres domaines, dans la cuisine. Là, quand on a un Thermomix, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait avec un Thermomix? Finalement, on a des recettes qui sont faites et ça gère la cuisson, la température, le truc, le poids des ingrédients et tout ça au bon moment et ça tourne à la bonne vitesse et tout. Et pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un essaye quelque chose d'un peu différent et puis que ça donne un résultat meilleur, parce qu'il le fait tourner un peu plus vite, un peu moins chaud et tout, on le met dans la recette qui petit à petit est de meilleur en meilleur. Et donc, l'accumulation, la sédimentation, pour moi, c'est un élément essentiel de la progression de l'humanité. Et aussi bien en robotique physique qu'en intelligence et en partage d'intelligence, on a ça qui est en train d'arriver. Maintenant, je veux rajouter des sujets. Parce qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus concrets et pragmatiques. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'IA pour la lecture des radios. C'est un peu ce phénomène aussi d'accumulation. Aujourd'hui, quand on a un certain type de cancer, de la thyroïde ou des poumons, sur lequel des IA ont été entraînés, eh ben, le constat, après avoir comparé, mesuré et tout, c'est que les IA sont 10 à 12% meilleures et plus performantes que les meilleurs radiologues. Elles sont meilleures que les meilleurs radiologues sur ces sujets-là. Et donc, la question, c'est si on est concerné, on craint un cancer, etc., qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ah non, désolé, c'est une IA, moi je veux pas, ou on va dire, mais surtout je veux parce que on veut le meilleur. Bien sûr. Donc, on a tous ces sujets qui arrivent, qui fait qu'on a envie, on a besoin, l'humanité a besoin d'améliorer tout ça sur tout un tas de domaines. Alors, bien sûr, ça va avoir des impacts sur le travail, ça va avoir des impacts sociaux, on va en parler certainement un peu après, mais voilà. Et donc, c'est un sujet qui est vachement important, mais si je combine les deux entre la robotique et l'IA, et je vais généraliser un peu plus à la médecine, c'est qu'un des sujets essentiels dans la médecine, c'est de faire des bons diagnostics. Et faire des bons diagnostics, eh ben, ça consiste de fait à mélanger une quantité d'informations à prendre en compte pour savoir faire le bon diagnostic qui est colossal. Alors bien sûr, les médecins ont appris petit à petit à savoir ce qui était important et ils ont un sens, un tact, une expertise qui leur permet de poser les bonnes questions et de bien comprendre très vite. N'empêche que même eux, ils sont pas capables de prendre à la fois, je sais pas quoi, moi, l'historique de tout ce qu'on a bouffé dans sa vie, l'historique de ses pratiques sportives et physiques, de ses pratiques sexuelles, j'ai n'importe quoi, ça compte dans l'équilibre de quelqu'un, les analyses de toutes ces données sanguines, etc. Et puis même les analyses génétiques avec les propensions à développer tel et tel type de maladie. Mais si on essaie de prendre tout ça en compte sur une seule personne, ça fait des millions et des millions d'informations à prendre en compte. Qui chacune joue plus ou moins sur. Eh ben, l'IA, sur le chemin que suit l'humanité aujourd'hui, les IA nous amènent à une capacité à traiter, à prendre en compte et à tirer des leçons de tout ça pour trouver les bonnes réponses. Donc oui, bien sûr qu'on en a besoin et qu'on est demandeur. Maintenant, je vais aller encore un cran plus loin sur deux sujets qui me tiennent à cœur, mais comme beaucoup de gens, le génie génétique dans les thérapies géniques et puis sur la protection de l'environnement. Alors, sur la protection de l'environnement, pour moi, il y a un sujet qui me saute à la figure en permanence et je trouve qu'on passe son temps à faire les mauvais diagnostics. Parce que tout le monde, à tous les gens qui sont un peu branchés sur ces sujets, tout le monde sait exactement la problématique. Tout le monde sait où on va et la catastrophe et ce qu'il faudrait. Pas si vrai, mais tout le monde sait où on va, la catastrophe et qu'il faut se mobiliser et faire quelque chose.
Même Trump, même Boris Johnson, ils savent tous parfaitement. Macron aussi, et si ça avance pas bien, si on n'en fait pas assez, c'est pas parce que c'est des cons, c'est pas parce que c'est des gens qui sont malsains ou malveillants, pas du tout. C'est parce que les sujets sont trop complexes. C'est-à-dire, bien sûr, sur le papier, c'est facile de dire, il y a qu'à, je sais pas quoi, il y a qu'à investir massivement dans les énergies renouvelables. Ok, investir massivement, ça veut dire augmenter les impôts. Je suis pas sûr que la majorité des Français seront d'accord si on décide d'augmenter les impôts. Juste parce que c'est pas une question philosophique, c'est juste qu'ils en sont jusque là, ils peuvent pas. Et donc, la question de fond, c'est que ces sujets sont hyper compliqués, hyper intriqués, imbriqués, etc. Et savoir sur quoi il faut jouer, c'est vachement compliqué. Et moi, j'attends que les IA, petit à petit, aident l'humanité à régler et à adresser de la bonne façon ces grands challenges qui sont sacrément compliqués. C'est vrai du génie génétique et de l'ingénierie génétique. De dire qu'on va manipuler le code génétique des malades pour réussir à les soigner, dire ça fait 40 ans qu'on le dit, à juste titre. Et c'est en train d'arriver, oui, ça fait 40 ans qu'on le dit aussi. Et c'est pour bientôt, oui, ça fait aussi 40 ans qu'on le dit. N'empêche que c'est toujours pas fait, c'est toujours pas là. Il y a quelques expériences qui commencent à être faites, mais on est au début du début. Et pourquoi? Eh ben, c'est pareil, parce que les sujets sont hyper compliqués. Et donc, oui, l'humanité a besoin d'IA, d'intelligence artificielle et a besoin de robotique pour traiter tous ces défis et toutes ces questions et tous ces sujets. Mais en même temps, pour être capable de comprendre et de comprendre comment les régler, quoi. Donc c'est un vrai besoin. C'est pas juste une passion de geek, etc. Et puis, je peux même aller un peu plus loin, puis faire la transition avec d'autres sujets. C'est vrai sur la défense, parce que c'est pareil, c'est des sujets qui sont sacrément compliqués. Alors, maintenant qu'on va avoir, ou qu'on a la guerre de l'espace qui se prépare, avec des satellites qui vont réagir un peu tout seuls de façon autonome, c'est-à-dire, il suffit que nos satellites soient un peu plus cons que les satellites des autres, ou que les autres aient des satellites qui aient un peu plus d'intelligence, pour qu'ils soient capables d'avoir une avance colossale par rapport à nous. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut s'en occuper, mais ce qui est vrai de la défense, etc., c'est vrai de l'industrie. Et je voudrais adresser un point qui, en général, est perçu négativement. Le coût, la baisse du coût de production, c'est quelque chose qui est passé et qui continue à passer par la robotique et par l'intelligence artificielle. Et quand on parle de baisse du coût de fabrication, bah forcément, il y a des gens qui nous déroulent le truc, oui, salaud de riche, salaud de patron, etc., etc. C'est-à-dire, la baisse du coût de production, ça veut dire l'augmentation du pouvoir d'achat des gens. Hein. C'est la même chose. C'est la même pièce qu'on regarde une face ou l'autre. Bien sûr. Et l'augmentation du pouvoir d'achat, ça passe par avoir des choses qui sont de moins en moins chères à fabriquer, qu'on espère quand même de plus en plus saines à fabriquer. De plus en plus sains, ça veut dire de moins en moins de produits chimiques, par exemple, dans toute la partie agro-industrie. Mais de moins en moins de produits chimiques, ça veut dire de plus en plus de choses manuelles. Donc, ça nous amène à des coûts qui sont exorbitants, sauf si on arrive à automatiser des choses. Voilà. Et en fait, pour la vie qu'on a envie d'avoir, c'est-à-dire beaucoup plus saine, mais à un coût abordable avec une augmentation de notre pouvoir d'achat, il faut automatiser, il faut robotiser. C'est des sujets qui sont indispensables. Donc, on a vraiment besoin d'intelligence artificielle et de robotique. C'est un vrai besoin. Et c'est stratégique. C'est stratégique parce que comme tous les autres qui vont aussi, soit on se laisse dépasser par les choses. Voilà, c'est comme les gens qui, au 19e siècle, n'auraient pas investi dans le train. Désolé, ils auraient pris un sacré retard, ou dans l'acier, ou dans l'électricité. L'électricité, ouais. Voilà, donc pour tous ces sujets-là, c'est absolument indispensable de le faire, parce que voilà, donc c'est vital, c'est nécessaire. On attend ça avec impatience. Ça va nous aider à guérir des maladies pour nous, pour nos enfants. Ça va nous aider à faire des choses en polluant moins. Ça va nous aider. Donc on est vraiment demandeur. Oui, on peut qu'être d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Si je pouvais rajouter juste un exemple là pour illustrer vos propos, sur l'IA, en 2020, on a réussi à gagner une année de diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer grâce à de l'imagerie du cerveau interprétée par des IA. C'est une équipe parisienne de chercheurs qui a fait ça, une équipe du CNRS et de l'école polytechnique, et qui arrive aujourd'hui à gagner une année de diagnostic précoce d'Alzheimer. Ça veut dire qu'on peut mettre en place un traitement un an plus tôt, et donc on retarde les effets d'Alzheimer derrière, on prend la maladie plus tôt, etc. Et ça, c'est vraiment le machine learning qui a introduit ce gain d'une année. Donc c'est quelque chose qui est tangible, qu'on peut mesurer directement. Mais bien sûr. Un exemple.
bien sûr. Et nous, Voilà. on le voit aussi parce que côté Another Brain, on travaille à différents sujets, dont le contrôle qualité industrielle. C'est-à-dire, quand on fabrique des produits, à la sortie, on a envie qu'ils soient bien faits, donc on les Bien vérifie, sûr. on les contrôle dans tous les sens. Et il se trouve que c'est une phase qui est hors de prix. Parce que très souvent, ces contrôles sont complexes et sont faits manuellement parce qu'ils sont complexes. Mais ils sont complexes au sens d'une machine. Ils sont pas complexes au sens humain, et au sens humain, c'est au contraire des travaux de robots abrutissants. Et voilà. Et du coup, ben, c'est un des facteurs de limitation du pouvoir d'achat, un des facteurs d'avoir des choses qui sont chères, parce qu'il faut passer son temps à contrôler manuellement. Et nous, Another Brain, on a trouvé des technologies, décliner les technologies qu'on développe d'intelligence artificielle, nous permettent de faciliter, de simplifier le contrôle qualité, et donc de permettre de faire des choses qui à la fois sont moins des travaux abrutissants pour les gens, qui à la fois améliorent le résultat et à la fois baissent le coût, et donc baisse le coût avec ce que ça veut dire, augmentation du pouvoir d'achat et conquête de marché, quoi. Alors, ça permet de rebondir sur la question suivante, la question aussi de l'impact sociétal à la fois de la robotique et de l'IA. Il y a beaucoup de choses qui circulent là-dessus, hein. Que ce soit pour l'IA ou pour la robotique, les questions sont presque les mêmes. Est-ce que l'IA va me prendre mon travail? Est-ce que l'IA va me mettre dehors? Est-ce qu'il restera plus que mon métier est à l'abri de ce que l'IA peut faire? Et pareil pour la robotique, il y a beaucoup de craintes. En France, on est les champions sur les derniers sondages des craintes vis-à-vis de l'IA et de la robotique. Au niveau européen, on est les champions. Donc ceux qui ont le pays qui a le plus peur, c'est nous. Et au niveau mondial, c'est l'Europe. Donc on est vraiment les champions parmi les champions. Alors la question est la suivante. Il y aura fatalement, forcément des impacts forts, humains, sociétaux, sociaux, éthiques. Qu'en pensez-vous? Et puis, en deuxième question, est-ce qu'on va laisser, si nous, on est trop en retrait, finalement, de cette marche, de cette course au progrès, est-ce que ce n'est pas au risque de laisser les GAFA et l'industrie chinoise aussi, hein, et puis, ou coréenne ou autre, ou internationale, investir le sujet à notre place, à la fois de l'IA et de la robotique, et qu'on soit alors, pour le coup, complètement dépendant, technologiquement, de l'extérieur, de toute l'intelligence finalement et l'industrie viendraient finalement d'autres îlots technologiques ou de grands pôles, que ce soit la Chine ou que ce soit les États-Unis. C'est des sujets super importants, vrais, c'est des sujets vrais, il y a des vraies questions, il y a des véritables profondeurs, mais pour réussir à avoir un peu les idées claires là-dessus, il faut vraiment plonger dedans, regarder, se confronter au sujet. Ce que tout le monde ne fait pas, parce que c'est pas le job de tout le monde, quoi. Donc c'est pas très facile comme ça. Et je veux commencer par deux exemples pour illustrer des choses qui sont surprenantes par rapport à ce qu'on croit. Les pays qui ont les taux de robotisation de l'industrie les plus forts, l'Allemagne, la Corée, le Japon, les États-Unis, sont les pays qui ont le plein emploi, où l'industrie se développe le plus. Voilà. Et donc, c'est un fait, c'est la réalité. La réalité, c'est que plus vous êtes robotisé, plus vous arrivez à vous développer, à créer de l'emploi, etc. Alors, comme c'est un peu contre-intuitif, je vais vous donner un exemple très, très concret. Dans une vie antérieure, j'avais travaillé avec une entreprise qui avait des clients en Haute-Loire. Des clients en Haute-Loire, et à l'époque, dans les années 80, la Haute-Loire avait une filière textile qui était importante. En particulier, il y a des boîtes qui fabriquaient des jeans. Et les jeans, c'est manuel, il faut découper, il faut coudre, c'était un peu compliqué. Et donc, il y avait une grosse activité textile en Haute-Loire. Et petit à petit, la mondialisation fait que les Indiens et les Pakistanais se sont mis à faire des jeans avec un coût de salaire et du travail 20 fois inférieur à la France. Bien sûr. Donc, forcément, c'était juste impossible de réagir. Et petit à petit, toute la filière textile de Haute-Loire a fermé. C'est un fait, voilà, la filière a fermé. Eh bien, aujourd'hui, une filière textile s'est recréée en Haute-Loire. Et pourquoi elle s'est recréée? Parce qu'on a réussi à faire des robots qui coupaient et découpaient les tissus et faisaient les jeans automatiquement. Et donc, depuis qu'on arrive à fabriquer automatiquement des jeans, en fait, on fait des jeans de meilleure qualité et moins chers que ceux qui sont faits manuellement en Inde et au Pakistan. Ça veut dire qu'on s'est remis à créer une filière textile en France et à vendre des jeans fabriqués en France. Alors, bien sûr, avant, il y avait 150 personnes dans une entreprise. Maintenant, il y en a plus de 40 ou 50. Oui, il y a un impact sur l'entreprise. Mais si on arrive à reconquérir des marchés comme ça, au lieu d'avoir 3 entreprises qui avaient chacune 150 personnes, il peut y en avoir 15 ou 20 qui ont chacune 50 personnes. Et donc, on peut conquérir des marchés.
Voilà, c'est ça l'explication. Ça, c'est des cas réels. Hein. Ça, c'est l'explication pourquoi les pays qui ont automatisé créent du travail, créent de l'industrie et réussissent à se développer. Et donc, il faut à tout prix le faire parce qu'effectivement, on est en concurrence avec d'autres et c'est normal, ce qui est la meilleure chose possible. Hein. Le but, c'est pas de dire on ferme les frontières, etc. Ça, c'est la pire des choses possibles pour le pouvoir d'achat de tout le monde. Voilà. Alors maintenant, je veux prendre un deuxième exemple qui est dans une autre nature sur le côté éthique. Avec Aldébaran, je communiquais pas mal sur la robotique. On a fait des choses avec Nao et Pepper assez souvent à la télévision. Et je me souviens un jour me faire arrêter dans la rue par une femme d'un certain âge qui me dit « Vous, je vous reconnais, vous êtes l'homme des robots ». Et moi, je commençais à mouiller. Non, mais qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et en fait, elle me dit « Voilà, je suis une personne dépendante. J'ai une femme qui s'occupe de moi, c'est une femme qui s'occupe de moi et qui vient chez moi 2 fois par jour, le matin, le soir, etc., etc. » Et elle me dit, vous pouvez pas savoir comme j'attends avec impatience que ce soit un robot qui s'occupe de moi. Là, je suis en dépendance de cette personne. Si elle arrive plus tard, ben moi j'attends. Si elle décide de changer de job, eh ben moi je suis dans la panade. Si elle vient pas aujourd'hui, eh ben moi je sais pas quoi faire, je suis coincé. Et la notion de qui décide, la notion d'autonomie liée à ça, pour elle, était bien plus importante que le fait d'avoir le contact humain avec un humain. Elle le retrouve par ailleurs, j'en sais rien. Voilà. Et donc, ce qu'elle me disait, quelque chose qui m'a marqué, et j'en ai reparlé, parce que c'est pas ce qu'on croit. C'est pas ce qu'on croit. Sur le papier, on a tendance à dire le contact humain, c'est bien plus important d'avoir, etc., etc. Mais il y a des sujets dans lesquels il y a des relations, pas forcément d'humiliation, mais de dépendance qui sont insupportables. C'est-à-dire, j'ai une autre personne qui travaillait chez Google Robotics, avec qui j'étais en contact, qui est devenu paraplégique et qui allait après travailler dans la robotique. Et il me dit, mais les premières fois que quelqu'un est obligé de venir te laver, te nettoyer, tu peux pas savoir comme c'est humiliant. Mais bon sang que j'aurais aimé que ce soit un robot. Voilà. Et donc, j'illustre ça, c'est des cas concrets, c'est des cas pratiques, c'est la réalité, c'est pas toutes les situations, mais c'est pas forcément ce qu'on croit de prime abord. Voilà. Donc, il y a des moments où il faut prendre un peu de recul parce que ça se passe pas toujours comme on peut l'imaginer. Alors maintenant, je vais globaliser un peu et parler un peu plus. Les questions éthiques, je ne les minimise pas du tout. Il faut jamais les minimiser. C'est des sujets essentiels. Il faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais c'est tellement des sujets essentiels qu'il faut se donner le temps de la réflexion. On est tous au courant qu'en France, on a pris pour des questions de mesures de précaution des lois draconiennes sur l'analyse des cellules souches et le travail sur les cellules souches. Qui nous ont juste fait prendre 10 ou 15 ans de retard par rapport à tous les autres pays du monde qui, eux, ont continué à travailler en mettant toutes les barrières de protection. Enfin, c'est pas vrai que les Allemands, les Suisses ou les Anglais sont des je m'en foutistes qui font n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas vrai. Donc, il y a moyen de faire autrement. Nous, on a pris les principes de précaution extrême, c'est-à-dire des principes de précaution politique qu'on a pu utiliser politiquement, communiquer politiquement, qui nous ont juste bloqués sur tout un domaine de la recherche. Donc, il faut faire attention. Il faut prendre des mesures, il faut faire attention aux questions éthiques, mais il ne faut pas tout fermer. Et j'insiste beaucoup là-dessus à propos de l'intelligence artificielle, parce que grosso modo, l'Europe est à la traîne des États-Unis et de la Chine en matière d'intelligence artificielle. On est à la traîne, ils maîtrisent des technos, ils ont des grands groupes qui sont des acteurs majeurs. C'est-à-dire, moi je le dis aussi simplement que je le pense, j'en suis convaincu, c'est mon point de vue, je peux me tromper, mais j'en suis convaincu. La messe est dite, on a perdu la guerre du deep learning. On a perdu cette guerre-là. Et tout ce que les entreprises françaises ou allemandes ou européennes feront pour essayer d'améliorer le deep learning, in fine, servira aux GAFA et aux BATX, les GAFA chinois, pour accroître leur avance sur nous. Parce qu'ils vont racheter à prix d'or les boîtes, parce que, voilà. In fine, tout ce qui se passera et tout ce qu'on fait comme euros qu'on met dans le deep learning aujourd'hui, va se bénéficier aux GAFA et aux BATX. Et donc, pour moi, la seule façon, c'est de dépasser ça en faisant les générations suivantes. Je reviens là-dessus après. Mais là, ce que je constate, c'est l'Europe est à la traîne, l'Europe veut faire quelque chose, mais en fait, l'Europe, on est champion d'un truc, la France en particulier, on est un champion de sortir le mot éthique. On parle d'éthique. Et dès qu'on parle du moindre truc, éthique. C'est-à-dire que nous, on ne cherche pas à faire de l'IA, on ne se bat pas pour faire des IA et pour être sur la bataille qui se passe. Nous, on parle d'éthique. Donc nous, on veut tous se battre pour être les juges de touche ou pour être le jury là d'un concours de patin à glace pour mettre les bonnes notes, etc. Mais on se bat pas pour être les acteurs, on se bat pas pour être les patineurs. Et je trouve ça dramatique, je trouve ça catastrophique.
Traitons les sujets d'éthique évidemment, mais pas au détriment de faire avancer les choses. Et aujourd'hui, quand on regarde les Alexa et les assistants vocaux qui existent, il y a 19 millions de Français qui s'en servent quotidiennement. 19 millions de Français qui s'en servent quotidiennement. Alors on peut bien me parler de lois, d'éthique, etc. Dans la vraie vie, l'éthique, elle est faite par Amazon, par Google et par les autres qui ont ces systèmes d'IA qui sont chez les gens. Voilà, c'est comme ça. La réalité, c'est ça. Donc nous, pas à peine qu'on se prenne la tête en essayant d'imaginer des choses. Tant qu'on n'a pas des acteurs qui ont la capacité de lutter, d'établir, qui ont la capacité de faire que chez les gens en France, il y ait des assistants vocaux, mais qui soient maîtrisés par des acteurs européens, porteurs de valeurs européennes. Là, ce jour-là, on pourra dire, on interdit tout ce qui n'est pas comme on veut, etc. Mais tant qu'on n'est pas capable d'avoir ces acteurs, de toute façon, le marché et les gens, s'ils veulent ces produits, ce qui a l'air d'être le cas, ben, ils vont aller prendre là où il y en a, et qui seront porteurs des valeurs et de l'éthique américaine ou chinoise. Voilà. Donc moi, je fais très attention à tous ceux qui dégainent le mot éthique dès qu'on parle de trucs. Nous, en Europe, c'est Jack Ma qui avait fait une interview que j'avais trouvé géniale à propos de l'IA, en me disant, nous, en Europe, quand on a un problème aux États-Unis ou en Chine, on s'attaque au problème, on essaie de le régler, et on fait avancer l'IA parce qu'il y a des tas de problèmes à régler. En Europe, on commence à parler par de l'éthique. Voilà. Et on ne règle pas le problème, mais on parle d'éthique. Et je vois tellement de gens qui communiquent là-dessus, des grands noms de l'IA, des professeurs de la Sorbonne et plein d'autres. Le sujet, c'est l'éthique. Voilà, on parle d'éthique, que je ne minimise pas, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il faut s'occuper de faire des acteurs. Et ces acteurs-là, pour moi, la seule façon de faire, c'est de sauter des générations. Et donc, je ressors toujours cet exemple aussi qui m'a paru majeur. Quand, dans les années 80, l'Afrique a constaté qu'elle était très en retard en équipement télécom, eh ben, elle n'a pas décidé de faire des investissements colossaux pour équiper des infrastructures fixes, des câbles, des poteaux, partout sur tout le continent africain. Elle a sauté une génération, elle est directement allée vers les satellites et vers tout ça, et elle a rattrapé le retard. Eh ben, sur l'IA, c'est pareil. Il y a des gens qui maîtrisent le deep learning et tout ça. Pour moi, la messe est dite, c'est fini. La messe est dite, elle est perdue. Par contre, il y a d'autres façons de faire de l'IA. Alors évidemment, je parle de ça parce que je suis porteur d'une autre façon, mais il y en a d'autres. Je ne parle pas que pour moi. Il y a d'autres façons de faire de l'IA qui ne sont pas du deep learning, qui ne sont pas avec des big data, etc. Eh bien, la France devrait focaliser, et peut-être l'Europe, focaliser nos maigres moyens. Parce que je rappelle que quand on met plusieurs milliards d'euros en France sur un sujet réparti sur 4 ou 5 ans, on est tout content de nous, c'est des grosses sommes, mais ça correspond grosso modo à ce que les GAFA mettent chaque mois. Et donc, on ne joue pas dans la même catégorie. Ne faisons pas l'autruche, c'est un fait. Ok, on prend ça en compte. Et comment on fait, alors qu'on ne joue pas dans la même catégorie, pour quand même réussir à prendre le lead et à gagner cette bataille-là? Et ben pour moi, la seule solution, c'est focalisons tous les moyens sur des gens qui ont des approches très alternatives, très différentes, qui peuvent sauter une génération et nous amener directement sur les guerres d'après. Voilà. Et je pense que c'est possible. Donc voilà. Donc moi, je pousse ça à fond. Another Brain le fait. Il y a d'autres boîtes qui le font. Et je crois que c'est la seule façon pour reconquérir une souveraineté numérique, pour reconquérir une souveraineté dans l'IA, pour reconquérir une souveraineté dans la robotique, qui sont des technologies, comme on le disait tout à l'heure, dont on a vraiment besoin. On en a vraiment besoin. Et je fais un tout petit peu attention là-dedans à propos des grands laboratoires de recherche français. Parce que on a tous vécu une période où le système d'éducation nationale français était un des meilleurs du monde. Et c'est vrai, il y a 40 ou 50 ans, c'était le cas. Et on avait des laboratoires de recherche qui étaient les meilleurs du monde. Et c'est vrai, c'était le cas il y a 40 ou 50 ans, etc., etc. Sauf que les choses ont changé et on n'a pas toujours bien pris conscience qu'elles avaient changé. Aujourd'hui, le système éducatif français est un des pires des pays développés. Dans tous les classements qui sont faits par tout le monde, on est parmi les derniers. Alors bien sûr, nous, comme on n'aime pas ça, on critique les classements. Oui, mais le classement est mal fait, etc. Ok, d'accord, mais sur tous les classements, il y a un moment, il faut quand même regarder la réalité. Et ben, c'est vrai des laboratoires de recherche aussi. Moi, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, ça m'a bouleversé dans cette crise du Covid de voir que nos laboratoires d'excellence, Institut Pasteur et grands laboratoires pharmaceutiques, etc., n'ont rien réussi à sortir. Alors, c'est pas rien, c'est pas zéro, mais punaise, on était absents, c'est clair. Après, je pense qu'il faut pas. C'est quand même terrible. Il y a des grosses différences entre différents labos sur la partie. Oui, mais je dis pas que les labos sont pas bons, il y a des très bons. Voilà. ARN messager, je pense qu'on a été absent, c'est un échec. Hein, il faut dire les choses quand c'est un échec, il faut accepter. Après, je suis moins
moins catégorique sur la partie machine learning, data science. Je trouve qu'on a encore de très bons laboratoires. Eh ben, je challenge ça. Alors, voilà. Je me permets de challenger ça. Voilà. Parce que l'INRIA, la preuve, parce que les meilleurs chercheurs de l'INRIA sont aujourd'hui co-employés par beaucoup de boîtes américaines, de GAFA ou de collatéraux de oui, mais GAFA. Attends, Thierry, c'est justement ça mon propos. Je ne dis pas que les individus ne sont pas bons. Mon constat, c'est que ces grands laboratoires sont très mainstream. D'ailleurs, ils ont co-inventé, il y a beaucoup de choses d'IA qui viennent de France, viennent de ces grands labos, je suis parfaitement conscient. Mais du coup, comme ils ont co-inventé ça, ils sont mainstream. Et comme ils sont mainstream, mais avec des acteurs à la Google, Facebook, qui sont capables de payer des gens $1 million par mois. Je sais bien. Tout ça va leur bénéficier, tout ce qu'on fait maintenant va leur bénéficier. Et donc, quand je dis je tire la sonnette d'alarme par rapport aux labos de recherche, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est qu'ils sont mainstream. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans les labos de recherche, et il y a des tas de gens qui sont pas mainstream, qui sont en dehors des sentiers battus, qui sont vraiment out of the box. C'est sur cela qu'il faudrait parier. Et les boîtes qui font ça, enfin, j'ai des startups, on se regroupe, on se parle aussi, j'en connais quelques-unes, il y en a d'autres, hein, qui font pas du deep learning, qui n'ont pas besoin de big data. C'est possible, qui font des résultats explicables, une IA qui donne des résultats explicables. Les problématiques de l'IA deep learning mainstream sont connues par tout le monde, et il y a des startups qui explorent ici ou là, qui font des choses, il y a des laboratoires aussi, mais c'est ceux-là qu'il faut mettre en valeur, c'est à ceux-là qu'il faut filer plein de blé. Et quand je dis plein de blé, c'est pareil, en France, c'est un sujet qu'on n'aime pas. Il faut filer plein de blé. C'est-à-dire, Trump, autant je le supporte pas, autant je hais ce mec et tout ce qu'il est porteur, etc., etc. Voilà. N'empêche que il a filé des milliards de dollars sans se poser de questions, savoir si ça serait rentable, s'il y aurait un retour sur investissement au grand laboratoire. C'est lui qui fait qu'on est allé très vite au niveau mondial pour régler le problème du Covid. Pourquoi? Parce que, ok, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais tenez, voilà, des milliards, vous aussi, allez, on y va, et foncez. Voilà, c'est-à-dire qu'il a pris ses paris. Et ben nous, en Europe, on ne sait pas faire ça. En France, on ne sait pas faire ça. D'abord parce qu'on a beaucoup moins d'argent, mais aussi on n'est pas capable de dire il y a une petite équipe là-bas, dans le laboratoire de je ne sais pas quoi, qui travaille sur une approche de l'IA qui n'a rien à voir avec les autres. Est-ce que c'est ça qui va gagner? J'en sais rien. Et pourtant, on va lui filer un paquet de pognon parce qu'elle a plus de chances d'y arriver si on l'aide que si on l'aide pas. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez opposé à la culture politique française. Mais pourtant, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. D'accord. Et ça, c'est valable en intelligence artificielle et en robotique. Bien sûr. Mais c'est vrai dans d'autres domaines aussi, mais bien sûr que c'est valable. Ah ouais, d'ailleurs, les problèmes de crainte, de peur dont on parlait, qui sont surtout en France par rapport au reste de l'Europe, mais surtout en Europe pour le reste du monde, donc exacerbées chez nous, elles sont vraies sur le génétique, elles sont vraies sur les cellules souches, elles sont vraies sur la 5G, sur la 5G, voilà. Sur la 5G. Voilà. Alors, ça a été vrai pendant un moment sur la vaccination, et puis je pense que le bon sens est rapidement revenu au galop. Donc, ça veut dire que tout n'est pas perdu. Exactement. C'est bien. Voilà. Ouais. Donc j'insiste, moi, pour essayer de faire une synthèse de plein de choses qui ont été dites, j'insiste sur la nécessité de suivre des voies alternatives, d'investir et de prendre des paris. Et par définition, quand on prend un pari, on n'est pas sûr d'y arriver, mais on a plus de chances d'y arriver en essayant que sans essayer. C'est la culture du risque aussi qui n'est pas forcément la même d'un pays à l'autre, d'une mentalité à l'autre. On n'est pas forcément, on n'a pas la même culture du risque qu'on peut avoir en Israël, par exemple, ou aux États-Unis. En France, c'est quand même très différent. On a une aversion du risque qui est beaucoup plus forte. Oui, mais alors attends, ça, je challenge ça aussi. Parce qu'il y a un truc aussi que tout le monde devrait faire, c'est écouter une conférence de Marc Giget. Je ne sais pas si… je prends 2 minutes pour dire, parce que pour moi, c'est un truc que tout le monde devrait faire, qui est essentiel. Moi, dans ma vie, j'ai vécu au Portugal en tant qu'expatrié. Et quand je suis arrivé au Portugal, tous les vieux parlaient français. Les jeunes, ils n'apprenaient que l'anglais, le français, ils oubliaient, mais tous les vieux parlaient français. Je me suis dit, tiens, c'est l'immigration, les relations entre les pays. Après, je suis allé vivre au Brésil. Tous les vieux parlaient français. Maintenant, ils apprennent tous l'anglais et plus le français. Et comment ça se fait? Peut-être à cause du Portugal, etc. Après, je suis allé vivre en Pologne. Tous les vieux parlaient français. Je dis, merde, mais il y a un truc, quoi. Voilà. Et j'ai pas su. Et un jour, j'ai rencontré Marc Giget, à l'époque chercheur au CNRS, qui a fait un travail sur Paris à la Belle Époque. Et qui a raconté, enfin pas à moi, à une conférence et dans ses travaux, comment le monde moderne jusqu'à 1950-1960 s'est fait à Paris entre 1850 et la Première Guerre mondiale, ou en France entre les deux. Pourquoi?
parce que les Français ont dans leur ADN d'être des entrepreneurs disruptifs. On n'est pas très bon en marketing, c'est pas dans nos gènes. On n'est pas si bon que ça en production. Il y en a qui arrivent à le faire, mais c'est pas dans nos gènes. Par contre, dans nos gènes, c'est de faire des inventions disruptives, de faire des découvertes disruptives. Les Français ont ça dans leur gène. Et on l'a toujours eu. Et on est les meilleurs entrepreneurs. Et d'ailleurs, le terme entrepreneur a été inventé en France dans ces années-là. Tous les capitaines d'industrie soutenaient, finançaient et boostaient toutes les entreprises qui faisaient ça. Quand Mercedes-Benz s'est créé à cette époque-là, le siège social était à Paris, Lehman Brothers aussi. Enfin, une partie du monde du XXe siècle s'est faite à Paris, en France, à la belle époque, parce que c'était l'ADN des Français lâché à fond. Et l'ADN des Français lâché à fond, c'est de la créativité disruptive, c'est de l'innovation. Je pense que les gens n'ont pas tous conscience que les planches à roulettes, les jeans, les skateboards, les planches à voile, tout ça, c'est des inventions françaises. Bien sûr, le Concorde, bien sûr, mais tout ça, c'est des inventions françaises. Simplement, on a oublié et après la guerre, on a basculé dans une espèce de période d'un État protecteur qui, grosso modo, nous disait non, mais vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, c'est pas la peine de prendre des risques, on s'occupe de tout pour vous. Et on a, je trouve, moi, on a un peu castré les Français. Et je trouve que depuis les notions de start-up nation, depuis Sarko qui a voulu rééclairer ça, mais c'est pareil avec la gauche après, c'est pareil avec Macron, c'est un peu l'ADN profond français qui est en train de ressortir. Donc pour moi, l'ADN des Français, il n'est pas opposé au risque. L'ADN des Français, il est d'entrepreneuriat disruptif, il est de création d'entreprise, il est de start-upper. Les Français, c'est ça. Et on est capable d'inventer des tas de trucs dans tous les domaines. Alors, ça sera bien le jour où on arrivera en plus à le vendre et pas à faire des choses qui après servent aux Américains à devenir les champions du monde. Alors ça sera pas mal. Mais on est capable de faire ça. Et c'est vrai pour la défense, c'est vrai pour l'IA, c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour... Tout le monde devrait écouter cette conférence de Marc Giget. Ça devrait être, tous les députés, parlementaires, sénateurs devraient l'écouter pendant 1 heure. Tous les élèves de terminale devraient l'écouter parce que quand on ressort de ça, on se dit bon sang, mais c'est nous ça. Et on a ces capacités. Donc, relevons la tête et faisons-le. Portons-le. Vous venez de répondre un petit peu à une bonne partie de la dernière question, mais je la pose quand même parce qu'il y a une deuxième partie qu'on va pouvoir traiter maintenant. Selon vous, quelle importance vous allez vous accorder à la souveraineté numérique européenne ou nationale? Est-ce qu'on peut imaginer une souveraineté numérique à l'échelle nationale ou européenne? Est-ce que ça a un sens finalement? Et quand je dis numérique, c'est au sens large, hein. Intelligence artificielle, data et robotique aussi, IoT, robotique, cloud aussi. Alors, une souveraineté est indispensable. Moi, le jour, quand je serai suffisamment vieux pour avoir besoin d'un robot d'assistance, et ça m'arrivera, eh ben, ce jour-là, je voudrais un robot d'assistance porteur des valeurs européennes. Je ne voudrais pas un robot américain qui va chercher à capter tout ce qu'ils peuvent comme information pour me revendre de la pub par derrière, ou un robot chinois qui va essayer de faire du business tous azimuts. Je voudrais un robot porté par des valeurs européennes. Et parmi les valeurs européennes, il y a des valeurs où le contenu, le fond et les valeurs au sens vrai du terme sont plus importantes que l'argent qu'on peut en gagner. Ça, c'est les valeurs européennes. Voilà. Donc, c'est vachement important, cette souveraineté européenne sur tout ce qui est numérique. C'est important dans le domaine de la défense, encore plus que tout le reste. Parce arrêtons de croire qu'on est dans un monde de bisounours. Enfin, il y a beaucoup de gens qui croient ça, mais punaise, c'est pas vrai. Hein, on n'est pas dans un monde de bisounours. Bon, maintenant, je pense que la souveraineté au niveau d'un pays n'existe plus. Pour moi, c'est une des grandes leçons aussi que j'ai tirées, j'allais dire, avec ma longue vie maintenant et les analyses politiques. Et j'aime bien la politique, ça m'intéresse, je regarde ça et je vois. C'est pareil, je trouve qu'on se trompe un petit peu de diagnostic. Les hommes politiques français, mais c'est vrai des Italiens, des Espagnols, des Allemands, etc., ont trop peu de manettes entre les mains pour réellement pouvoir agir. Ils sont tous condamnés à l'échec. Et c'est pour ça qu'on passe son temps à critiquer les politiques, ils font rien, etc. Mais ils sont condamnés à l'échec parce que ça se passe pas à leur niveau. Et si on fait pas les choses au niveau européen, on ne peut pas les faire. Ils n'ont pas les moyens. Au niveau européen, on a les moyens, on a les manettes. Eh ben, faisons-le au niveau européen. Et pour moi, l'Europe, c'est pas l'ennemi de la France. L'Europe, c'est le moyen d'action de la France. Pour moi, l'Europe, c'est pas quelqu'un d'autre qui pilote et puis moi je suis sur le siège arrière. Non, on est plutôt 5 ou 6 pilotes avec un volant. Alors il faut qu'on apprenne à se coordonner, mais on est aux manettes et on est co-responsable de la direction de l'Europe. Mais pour moi, l'Europe est la seule façon de récupérer une souveraineté et d'imposer des règles aux géants chinois et américains.
on le voit un peu quand vraiment on décide de faire péter le poing sur la table et de faire des choses, on arrive à le faire. On arrive à faire des choses au niveau européen. C'est trop rare, ça prend trop de temps parce que on n'a pas encore créé une Europe avec un pouvoir exécutif européen, mais ça viendra. Mais ça ne peut se passer qu'au niveau européen. Donc oui, la souveraineté est indispensable, souveraineté numérique, souveraineté de l'IA, souveraineté de la robotique, c'est indispensable, ça doit se jouer au niveau européen. Enfin, c'est ma conviction, c'est mon point de vue. Hein. Non, mais c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, Bruno, pour ces réponses et ces éclairages qui. Vraiment, c'est un plaisir de vous écouter. C'est gentil. Voilà, merci pour la conférence Future Intelligence qui était très heureuse de vous accueillir. Eh ben, si je peux aider des gens à enrichir un peu leurs réflexions, avec grand plaisir, et n'hésitez pas à m'en renvoyer autant dans l'autre sens. Merci beaucoup. Merci Thierry.